Alors, on reprend sur le TD3, donc cette fois-ci, nous allons traiter de l'exercice 4. Alors l'exercice 4, c'est un exercice sur de la thermique, modélisation thermique d'un transistor. Donc d'un transistor MOSFET seul. Alors il n'y a pas de dissipateur. Donc ici, on se retrouve avec un modèle que vous connaissez déjà, sauf que on a ajouté un élément qui est la capacité thermique. Alors pourquoi on ajoute ça? C'est tout simplement pour traduire le fait que la température, lorsque vous allez avoir une puissance dissipée dans le MOSFET, là, qui est représentée par PTH, eh bien, cette température que la puissance dissipée dans le MOSFET va provoquer, l'apparition de cette température, ne sera pas instantanée. Vous aurez un certain temps on pourra observer que la température, ça va s'installer avec un certain retard. Et justement, on voit bien qu'il y a l'idée d'une constante de temps derrière. Donc on se retrouve avec un schéma thermique qui s'apparente, là encore, hein, on peut toujours appliquer les analogies, à un circuit électrique. Alors attention, il ne faut pas faire la confusion, mais ici, dans le circuit, vous avez résistance thermique et capacité thermique. Le courant correspond aux puissances. Les tensions correspondent aux différences de température. Ça veut dire qu'au niveau de la capacité thermique, vous avez une relation entre la puissance et la différence de température. Je vais la donner après. Ça veut dire ici aussi que si la puissance thermique est considérée par analogie comme un courant, suit les mêmes lois qu'un courant, et bien ici, cette puissance thermique se sépare en deux parties qui seront en fonction des charges que vous avez là. Donc on peut appliquer, on pourrait dire, une sorte de loi des nœuds, c'est-à-dire que ici, PTH sera égal à la somme de PR et PC. Voilà, sachant ça, eh bien, on va essayer de résoudre cet exercice. Donc, ici, pour cet exercice, on s'intéresse, nous avons dit, à l'évolution. Donc, évolution de la température et même de la variation de température, puisque ici, c'est delta θ. Et on sait que cette variation de température va apparaître lorsque, en entrée, vous soumettrez le circuit ou le transistor à une puissance dissipée. Donc en fonction de la puissance dissipée PTH de T, donc dissipée au niveau du transistor. Au niveau toujours des conditions initiales, eh bien, on pose que les conditions initiales sont nulles. Donc, le delta θ de 0 est égal à 0. Et la puissance thermique à l'instant 0 est nulle. Ok. Ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait faire des analogies entre justement le circuit thermique et le circuit électrique. Donc on reprend ici l'analogie par rapport au courant, donc qui fait que PTH de T, je peux considérer que c'est égal à la somme, donc PR de T, plus PC de T. Donc la somme des puissances qui vont être véhiculées à travers les charges RTH et CTH. Ensuite, alors ça c'est pour la loi des nœuds, hein, par analogie à la loi des nœuds. Et la capacité thermique, alors pour la capacité thermique ici, on sait que je vais avoir dans CTH,
si je considère que c'est delta θ, donc de t, et qu'ici je considère que ça c'est, pardon, PC de t, eh bien la relation qui sera valable, ce sera la suivante, c'est-à-dire que PC de t est égal à CTH. Alors le CTH c'est CTH BA, donc c'est la capacité thermique boîtier air ambiant. Et ici on aura la dérivée de la variation de température par rapport au temps. Alors pourquoi? Parce que quand on est avec un condensateur, si on raisonne par analogie, eh bien généralement on dit que I de T est égal à C, enfin généralement, donc la loi qui fonctionne, hein, c'est celle-ci pour un condensateur. Donc ici, le UC, bah, c'est la différence de température aux bornes de la capacité thermique. Le C, c'est la capacité thermique. Le I, c'est la puissance thermique qui circule dans la capacité thermique. Donc par analogie, par rapport aux lois de l'électricité. Et ici, hein, par analogie, aussi à la loi des nœuds. D'accord? Bon, une fois qu'on a posé ça, bah, ça devient facile. On va réécrire chacun des termes. Donc, au niveau de la résistance thermique RTHBA, donc je vous remontre ici, voilà RTHBA, en fait on va avoir la puissance thermique PR qui va circuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi on pourra dire, pour justement cette puissance thermique PR qui circule, que je vais avoir une différence delta θ de température. La même d'ailleurs, hein, puisque c'est en parallèle, la même qu'aux bornes de la capacité thermique. Donc ça veut dire que par analogie, on va écrire delta θ de T est égal à, donc là ici j'ai le terme RTHBA, donc RTHBA fois la puissance qui circule PR de T. Donc là, c'est tout simplement dire que U de T égale R fois I de T par analogie aux lois de l'électricité. D'accord? Donc ici, voilà, je crois qu'on a tout pour écrire l'équation finale. Donc si je reviens à l'équation qu'on avait donnée là, eh bien, on va pouvoir dire que P, TH de T, pardon, est égal à la somme de PR et PC. Donc PR, eh bien, je l'ai ici. Donc PR, ça sera égal à delta θ T divisé par RTH BA. Et PC, j'ai son expression, plus CTH BA D de delta θ de T sur dt. Ok, et maintenant, eh bien, j'ai mon équation différentielle. Je vais pouvoir passer en Laplace. Donc là aussi, traduction en Laplace. Ça va me donner, alors P TH de P, qui est égal à delta θ de P. Alors je fais exprès de le détacher, 1 sur RTH BA, donc fois 1 sur RTH BA, plus CTH BA. Donc ici, c'est une dérivée, donc P delta θ P
Voilà, j'ai tout écrit et je peux isoler le terme delta θ p, maintenant le mettre en facteur. Donc ça me donne pth de p qui est égal à delta θ p multiplié par 1 sur RTH BA plus donc ici CTHBA fois P. Ok. La fonction de transfert que je cherche à exprimer, c'est H de P qui est égal à sortie. Donc le phénomène observé, delta θ de P, sur ce qui provoque ce phénomène. Donc la puissance thermique P TH de P. Et c'est égal ici à 1 sur 1 fois 1 sur RTH BA plus CTH BA P. Ok, donc voilà la fonction de transfert. C'est nécessaire là de mettre ça sous forme canonique. Donc ici, il faut que je transforme le terme constant du polynôme. Il faut qu'il devienne 1. Pour ça, je le mets en facteur. Donc ce que je vais mettre en facteur au dénominateur, c'est 1 sur RTHBA. Ça veut dire qu'au total, je vais pouvoir mettre en facteur RTHBA. Donc ici, H de P, je peux le réécrire. H de P. Ça sera égal à RTHBA fois 1 sur donc 1 plus ici si je veux mettre en facteur RTHBA, ça veut dire qu'ici je vais multiplier, finalement il va me rester RTHBA CTHBA. Voilà. Et j'ai écrit la forme canonique. J'y suis. Donc, je retrouve dans ce cas-là K qui est égal à RTH BA. Ici ensuite la constante de tantôt qui est égale à RTH BA CTH BA. Et je suis avec un système du premier ordre, puisque ici je vois que j'ai un polynôme du premier ordre. Alors je ne vous dessine pas le schéma bloc, j'ai plus de place, tout simplement un carré avec dedans l'ensemble de l'expression, en entrée PTH et en sortie delta θ.